Bonjour à tous et à toutes, adhérents, participants qui êtes connectés donc pour ce deuxième webinaire de la journée, webinaire organisé dans le cadre de la journée La prévention en action proposée par Présence, la Fédération nationale des services de santé au travail interentreprises en France. Je me présente, je suis Gaëtan Bignon, je suis chargé de communication ici chez Santé au Travail 72, où nous vous accueillons virtuellement dans nos locaux du siège social au Ribet, au Mans. Comme vous le savez, le contexte particulier cette année, le contexte sanitaire, a fait que cette journée initialement prévue en avril a été reportée donc en septembre, et cette journée est entièrement dématérialisée sous forme de webinaire. Le thème de cette année est donc Covid-19 et retour d'expérience, continuons la prévention. Vous savez, la situation sanitaire depuis le début de l'année a obligé les entreprises à revoir leur mode de fonctionnement et de production dans le respect des mesures d'hygiène et de préservation de la santé des salariés. Ce deuxième webinaire, donc webinaire pluridisciplinaire, est consacré donc à la gestion d'un cas Covid en entreprise. Donc, il est animé par deux préventeurs de santé au travail 72, Claire Léger, technicienne hygiène sécurité, et Dr Sandoulescu, médecin du travail, donc toutes deux chez ST 72. Pour ce qui est de l'après-midi, la Fédération régionale Présence Pays de la Loire vous propose une série de 4 webinaires. Je vous détaillerai donc le programme après donc ce webinaire. Avant de poursuivre, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous entendez tous bien ce que je dis? Dans la petite barre de chat, un OK, voilà, j'ai eu un OK, donc ça a l'air de bien fonctionner. C'est tant mieux. Quelques informations sur le déroulé de ce webinaire. Donc, vous participant, votre micro, alors participant, spectateur, pardon, votre micro est coupé, ce qui permet donc à nos deux intervenantes de faire leur présentation. Cette présentation va durer entre 30 minutes à 45 minutes. Il vous est possible de poser des questions par écrit dans l'outil Converser. Alors, j'insiste bien sur l'outil Converser, non pas questions-réponses. Comme ça, l'outil Converser recueille toutes les questions, remarques que vous pouvez avoir. Ces questions donc seront récupérées donc par mes soins et seront transcrites à l'oral auprès de nos deux intervenantes à l'issue de leur présentation. Sachez enfin que cette visioconférence webinaire est enregistrée et vous sera proposée dans quelques jours en replay sur notre site internet st72.org et vous recevrez aussi dans quelques jours le support PDF de cette présentation. Voilà, donc tout est dit de mon côté. Je vous retrouve à l'issue de ce webinaire pour les questions-réponses et je laisse maintenant la parole à Claire Léger et à Dr Sandoulescu, la gestion d'un cas Covid en entreprise. Alors, moi, j'ai tout coupé. Bonjour, messieurs, mesdames. Je suis Dr Sandoulescu, je suis médecin du travail. Je travaille pour ST72 déjà depuis presque 4 ans. Je suis médecin du travail sur les sites de la Cartoucherie sur Le Mans et également au Sablé-sur-Sarthe. Et aujourd'hui, avec ma collègue, on va vous accompagner dans la conduite à tenir en cas de suspicion de cas Covid dans l'entreprise. Bonjour, Claire Léger, donc technicienne hygiène et sécurité. Je suis au sein du service Santé 72 depuis 3 ans et donc j'exerce au centre du Mans. Je vais vous parler un petit peu de plan de webinaire et en fait les principaux points qu'on va aborder aujourd'hui. On va commencer par un petit rappel aux notions de base liées au coronavirus, le protocole à suivre en cas de suspicion de cas COVID-19 en entreprise, les obligations de l'employeur et également le port de masque, comment le faire correctement, dans quelles conditions et les dérogations. Donc, on va parler aujourd'hui de la différence entre le virus et la maladie. Le virus s'appelle SARS-CoV-2, la maladie s'appelle COVID-19. Cette maladie
peut aller d'un simple rhume jusqu'à des pathologies, des formes beaucoup plus sévères. Les principaux symptômes sont le maux de tête, la perte de goût et de l'odorat, le maux de gorge, les courbatures, la fièvre, la toux, la fatigue, des difficultés respiratoires et parfois des signes de symptômes dans la sphère digestive, notamment des diarrhées. On va parler un petit peu de la contagiosité de ce virus. En fait, il y a une délai d'incubation de 3 à 5 jours qui peuvent aller jusqu'à 14 jours. Le sujet peut être porteur de virus et également contagieux, même sans les premiers symptômes ou étant asymptomatique. Le virus est très important de bien maîtriser ce virus. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux sur 3 niveaux. Il est très, très contagieux, comme on a pu voir dans les derniers mois. Il est contagieux avant d'être symptomatique. Et le troisième point, environ 15% des cas constatés entraînent des complications, desquelles 5% nécessitent une hospitalisation en réanimation, donc des soins intensifs. Le principal mode de transmission, c'est par voie aérienne, mais également par contact. Dans l'image que vous voyez, en fait, on vous présente les principales situations dans lesquelles on peut être exposé au coronavirus. En fait, c'est si quelqu'un éternue à côté de nous, si on parle avec quelqu'un qui n'est pas à une distance suffisamment large, les contacts, les mains qui ne sont pas propres, l'utilisation des toilettes qui ne sont pas nettoyées, les réunions familiales, le fait de se saluer, c'est serrer les mains, le transport public et également les espaces qui sont fermés, d'où par exemple l'ascenseur, on le fait tous. Conformément au dernier protocole national, les personnes à risque aujourd'hui sont les personnes de plus de 65 ans avec diabète ou obésité déséquilibrée qui entraîne des complications derrière, les personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique qui fragilise leur système immunitaire. On parle là d'une cancer évolutive, la chimiothérapie, le traitement immunosuppresseur, biothérapie, l'infection HIV non contrôlée, l'immunodépression qui est liée à une greffe d'organes ou à une hémopathie maligne. Également, les femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse sont considérées personnes à risque. Récemment, en France, la pathologie COVID-19 peut être reconnue en maladie professionnelle. Il y a quelques conditions pour que ça soit reconnu en maladie professionnelle, et ça, c'est la contamination au lieu de travail, premièrement, et deuxièmement, contamination de COVID-19 entraîne une affection respiratoire grave qui demande derrière des soins avec oxygénothérapie ou autre forme d'assistance respiratoire. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que ces conditions sont adressées pour les professionnels qui travaillent dans les secteurs de la santé. Pour les autres salariés qui travaillent dans des autres secteurs, ça va passer devant une commission C2RMP pour que leur demande soit reconnue en maladie professionnelle derrière. Chaque semaine, l'ARS met à jour la situation sanitaire de chaque département. Cette semaine, donc à cette date, en Sarthe, nous avons 62,1 de taux d'incidence de cas testés positifs sur les 7 jours glissants pour 100 000 habitants. Donc, on a entendu une intervention hier soir par rapport à des nouvelles zones. Donc, nous, en Sarthe, nous sommes en zone rouge. Vous pourrez consulter chaque semaine, 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis, le bulletin édité par l'ARS Pays de Loire sur leur site. Donc, on vous rappelle bien sûr les gestes barrières qui sont vraiment indispensables pour limiter la propagation du virus, à commencer par le lavage des mains qui doit être régulier, environ toutes les 2 heures, en utilisant de l'eau avec du savon ou une solution hydroalcoolique uniquement si les mains sont dépourvues de salissure.
Il faut tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable. On se mouche aussi dans un mouchoir jetable et ensuite on le jette directement. On évite de se toucher le visage. Il faut savoir que plusieurs fois par jour, voire plusieurs fois par heure, nous sommes habitués à poser les mains au visage. Donc, il faut être très attentif à cette consigne. Il faut aussi respecter une distance d'au moins 1 mètre entre 2 personnes. Au service de santé au travail, nous privilégions plutôt une distance d'1,5 mètre pour être sûr d'être un petit peu plus loin et éviter cette propagation. Il faut bien sûr se saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades, aussi bien au sein des entreprises qu'à l'extérieur dans la vie de tous les jours. Donc voici le protocole à suivre en cas de suspicion d'un cas Covid. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat au fur et à mesure où vous les avez. Ça nous permettra de mieux y répondre à la fin. On parle de 3 situations possibles de salariés en entreprise. Donc, un salarié qui est Covid positif asymptomatique, un salarié qui a passé son test et qui était positif sans être asymptomatique. La deuxième situation, c'est un salarié qui est symptomatique qui n'a pas encore passé son test. Et la troisième situation, c'est le cas contact. J'y vais vous présenter quoi le salarié doit faire en fait. Dans la situation d'un salarié Covid détecté positif asymptomatique, après le résultat du test, il doit rester isolé pendant 7 jours. S'il n'a pas des symptômes, à la fin de ces 7 jours, il peut arrêter son isolement, il peut retourner à son poste de travail, il doit toujours éviter le contact avec des personnes vulnérables et porter toujours un masque. Par contre, après les 7 jours d'isolement, si le salarié a des symptômes, s'il y a des symptômes qui arrivent, il doit s'isoler. Il doit s'isoler pendant toute son symptomatologie, minimum 7 jours, comme j'ai déjà dit, sauf que s'il a de la fièvre, il doit continuer l'arrêt jusqu'à 48 heures après le fond de la fièvre. Pendant toute cette période, il doit consulter son médecin en fonction de l'évolution de son état de santé. Attention, c'est très important, on contacte le médecin par téléphone. On essaye d'éviter le contact pour essayer de diminuer la propagation de virus. Le salarié symptomatique. On parle ici d'un salarié qui est symptomatique, qui travaille et qui n'a pas passé un test. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'isoler, consulter son médecin et passer un test. Si le test est négatif, l'isolement doit être arrêté ou s'il y a d'autres symptômes, d'autres symptomatologies, autres pathologies, c'est le médecin traitant qui gère la situation derrière. Par contre, s'il est testé et le test est positif, il doit se isoler pendant 7 jours. Si à la fin de 7 jours, il n'a pas des symptômes, il n'a pas des fièvres, il peut arrêter son isolement, il peut revenir dans l'entreprise, toujours éviter le contact avec les personnes vulnérables et porter un masque. S'il a de la fièvre, ou autres symptômes qui arrivent au fur et à mesure, doit consulter son médecin traitant, doit poursuivre son isolement pendant 48 heures après la fin de la fièvre. Et le troisième cas, c'est le cas d'un salarié contact, donc un salarié qui était détecté soit par un médecin, soit par le CPAM, comme contact d'une autre personne qui était testée positive. Dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'isoler pendant 7 jours depuis le contact avec la personne qui était positive et il doit prendre un rendez-vous pour passer un test au 7e jour de ce contact. Si la personne, pendant l'isolement, n'a aucun symptôme, il maintient quand même l'isolement, il passe le test négatif, on va arrêter l'isolement. Par contre, si le test est positif, comme on a déjà parlé, s'il n'y a pas de fièvre, il arrête l'isolement et pendant une semaine, évite le contact avec des personnes vulnérables, porte un masque. Si la personne a des symptômes, il faut consulter le médecin,
prolonger l'isolement jusqu'au résultat de test positif, la même situation comme je vous ai présenté avant. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette situation? C'est que la chiffre 7 est magique. Comme on peut voir, c'est toujours le 7 qui revient assez régulièrement par rapport au qu'est-ce qu'il faut faire. On va vous parler un petit peu de la situation particulière vis-à-vis de l'état de santé et contexte pandémie. Normalement, on ne doit pas transmettre à notre employeur si nous sommes malades et les raisons pour lesquelles nous sommes malades. Dans la situation sanitaire actuelle, le CNIL dit qu'on a une obligation d'informer son employeur. Attention, il faut informer son employeur qu'on a contaminé ou possiblement on a contaminé nos collègues. Il ne faut pas dire à notre employeur qu'on a passé un test. Il ne faut pas fournir les résultats de test à l'employeur. Il ne faut pas informer l'employeur de notre diagnostic. Voilà. Et également, si le salarié se retrouve en télétravail ou il est sur un poste sur lequel il n'a pas de contact avec le public, il n'a pas d'obligation à informer son employeur. Une petite bémol ici, c'est que j'y vais faire un rappel au secret médical. Pendant les derniers mois, on était sollicité par des adhérents pour fournir une liste de salariés vulnérables. On vous rappelle que ça fait partie du secret médical. On n'a pas le droit de vous fournir cette liste et il n'y a pas d'obligation de faire ça. Donc, Dr Sandoulescu vient de vous présenter ce que le salarié devait faire en fonction de sa situation, s'il était asymptomatique, symptomatique ou s'il était cas contact. Maintenant, je vais vous présenter, vous, ce que vous, en tant qu'employeur, vous devez faire au sein de votre établissement dans ces 3 situations. Donc, on va commencer par le premier dans le même ordre. Si vous apprenez qu'un de vos salariés a été testé positif à la Covid et qu'il est asymptomatique, donc il y a 2 possibilités. Soit le salarié est déjà isolé, c'est-à-dire qu'il y a eu le résultat en dehors du temps de travail. Dans ces cas-là, vous aurez la charge de faire la recherche des cas contacts à J-7 avant le résultat du test, période pendant laquelle il était contagieux. Si vraiment cette recherche de cas contacts vous pose des problèmes, il est possible que le service de santé au travail puisse vous accompagner. Dans l'autre cas, où le salarié est en poste et il apprend par téléphone, il vient de recevoir son résultat comme quoi il est positif. Vous allez devoir agir comme s'il était symptomatique, c'est-à-dire que vous allez devoir l'isoler immédiatement. Qui dit isoler, c'est soit le renvoyer à son domicile, en fonction de son activité, soit vous allez lui proposer de faire du télétravail, ou vous allez avoir la possibilité aussi de l'isoler à un poste où il ne sera pas en contact ni avec des collègues ni avec un public. Et si l'activité ne s'y prête pas, il sera donc en arrêt à son domicile. Dès l'isolement du salarié, on vous expliquera un petit peu les conditions plus précises après, mais il faudra mettre en quarantaine environ 3 heures. 3 heures, c'est la durée de vie moyenne du virus sur des supports secs. Donc, il faudra mettre en quarantaine pendant les 3 heures les zones de travail dans lesquelles le salarié aura été le jour en question et l'ensemble des équipements utilisés par le salarié. À la suite de ces 3 heures de mise en quarantaine, il faudra procéder au nettoyage et à la désinfection de l'ensemble des équipements touchés par le salarié et de l'ensemble des zones de travail. Quand on parle de zones de travail, on parle aussi des sanitaires, du point photocopieur, de la machine à café, de tous ces espaces du vestiaire dans lequel le salarié a pu aller le jour où il a appris qu'il était positif. Il faudra bien sûr, vous le verrez pour chacun des cas, faire la recherche des cas contacts, toujours à J-7 avant le résultat du test. Vous avez sur notre site internet ST72 un certain nombre de documents sur le Covid. Entre autres, nous avons mis à disposition pour les entreprises qui ne l'auraient toujours pas mis en place une conduite à tenir en cas de suspicion de cas Covid. Donc, on vous encourage, lorsque vous recevrez le PDF, de pouvoir aller le consulter pour les entreprises qui ne l'ont pas encore établi. Pour savoir qui doit être noté dans la liste des cas contacts, il est important de savoir que ça n'est pas l'ensemble des salariés qui ont pu croiser le cas positif, mais ce sont bien toutes les personnes qui ont été en contact en l'absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact. En effet, une personne qui partage le même lieu de vie
donc voilà la bulle en haut, va être considéré comme un cas contact. Toutes les personnes qui ont un contact direct en face à face inférieur à 1 mètre, quelle que soit la durée de l'échange, vont être considérées comme cas contact à risque. Il en est de même donc, pour certains cas particuliers pour les élèves ou les enseignants au sein du main class. Le protocole spécifique aux établissements scolaires a évolué en début de semaine. On ne développera pas ce point-là aujourd'hui. On est aussi contact à risque après avoir partagé un espace confiné, donc une salle de réunion par exemple, pendant plus de 15 minutes avec un cas positif, ou être resté en face à face, quel que soit le temps, pendant plusieurs épisodes de toux ou d'éternuement du cas positif. Ou bien sûr, si vous avez prodigué ou si vous avez reçu des actes d'hygiène ou de soins d'un cas positif, vous êtes à nouveau cas contact à risque. On insiste, c'est vraiment important de bien définir quels sont ceux qui ont été contact à risque pour simplifier le travail après de la cellule tracing et de la limitation de la propagation. On ne peut pas envoyer 50 noms, c'est difficile après à gérer. Donc, toujours sur notre site internet, on vous met à disposition un questionnaire de repérage qui vous permet de faire la liste contact tracing avec différentes situations de travail pour vous permettre de n'oublier aucune situation de travail. Quelques points de vigilance en entreprise. Aujourd'hui, l'utilisation des vestiaires. Donc, le nouveau protocole qui est sorti le 17, donc vous retrouverez en page 9, indique qu'il est préférable d'établir une jauge, éventuellement un sens de circulation si les locaux s'y prêtent, et un protocole bien défini pour le nettoyage de ces espaces de travail. Lors des temps de pause en intérieur ou en extérieur, on préconise de bien respecter la distance des 1,50 m entre chaque personne, puisque pour fumer ou consommer un café ou se restaurer, bien sûr, le port du masque n'est pas possible. Donc, la seule protection restera la distanciation. Le troisième point de vigilance, c'est lorsque l'on sort de son véhicule pour aller jusque dans son établissement, il est préférable d'imposer le port du masque dès la sortie du véhicule, parce que forcément, sur un parking, on va rencontrer un collègue, voire plusieurs collègues, discuter du match de foot d'hier soir ou d'autres sujets. Et du coup, il est bien de pouvoir faire protéger ses salariés dès la sortie des véhicules pour continuer à échanger sur des sujets conviviaux. Dans le cas d'un salarié qui est symptomatique, donc le salarié est en poste, il vous alerte en vous disant que voilà, il a l'un des symptômes que vous a décrit Dr Sandulescu et qui vous est communiqué de façon active sur les réseaux et à la télévision. Donc, la première des choses à mettre en place, c'est l'isolement immédiat du salarié, donc éventuellement dédier une pièce ou s'il occupe un bureau, le laisser dans le bureau dans lequel il travaille. Protéger le salarié donc avec un masque chirurgical, c'est-à-dire que s'il portait un masque grand public, il est préconisé de porter un masque chirurgical, aussi bien pour le salarié qui porte les symptômes que pour le salarié ou le référent Covid qui va l'accompagner en attendant son évacuation. Bien sûr, en parallèle, vont être recherchés les signes de détresse et en fonction du bilan, du premier bilan qui sera fait, soit l'orientation se fera vers le médecin généraliste, soit au niveau du SAMU. Tout dépend des symptômes du salarié. Une fois que le salarié est parti, on mettra en quarantaine, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, pendant 3 heures, l'ensemble des zones de travail, les équipements utilisés. Suite à ça, seront effectuées les opérations de nettoyage et de désinfection de l'ensemble des équipements et des zones de travail. Et la recherche des cas contacts, dans le cas des salariés symptomatiques, ne sera pas donc 7 jours, mais 48 heures avant le début des symptômes. Donc, il sera important de faire le point avec votre salarié, parce que il vous a peut-être déclaré que ce matin, il a des symptômes, mais finalement, ça fait 3-4 jours qu'il est fatigué, qu'il a des maux de ventre ou qu'il a perdu l'odorat. Donc, la recherche des cas contacts se fera 48 heures avant le tout début de ces symptômes, jusqu'au moment où il part de l'établissement. Le troisième cas, c'est un cas contact, une personne qui a été contactée soit par un médecin, soit par la CPM via la cellule tracing. Donc, on est vraiment dans ce cadre-là. Il faudra donc préparer la recherche des cas contacts au plus vite, à J-7 avant le résultat du test, en collaboration avec nous si besoin, comme on vous le disait tout à l'heure, si vraiment vous rencontrez des difficultés.
J'insiste sur le fait que c'est important de faire cette recherche au plus vite après le départ du salarié parce que la mémoire peut faire défaut des personnes qui ont pu être rencontrées au sein de l'établissement. Donc, plus tôt le travail est fait, plus on a de chances de pouvoir bien répertorier l'ensemble des personnes qui auraient pu être dit contacts à risque. Et puis, lorsque vous serez contacté par l'ARS, la cellule tracing, du coup, le document sera déjà prêt. Vous pourrez envoyer au plus vite et être le plus interactif possible avec les autorités sanitaires pour limiter la propagation. Bien sûr, il faudra privilégier le télétravail ou le travail de manière isolée, sans contact avec ni des collègues, ni du public pour ces personnes. Il n'y a pas forcément d'obligation d'avoir un arrêt maladie. Si le métier s'y prête d'être isolé des autres personnes, on pourra continuer son activité. Par contre, si le métier ne s'y prête pas, le salarié devra faire la demande auprès de la CPAM, la demande d'un arrêt de travail. Donc, voici une petite vidéo qui va vous permettre de comprendre pourquoi le lavage des mains est important et comment on se lave les mains. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est important de se laver régulièrement les mains pour se protéger de la Covid et pour limiter sa propagation. Donc, voici un petit test avec un gant et de la peinture qui va vous montrer qu'avec un simple lavage sommaire des mains, plusieurs zones vont rester non nettoyées et vont laisser une chance au virus de se propager. Donc, la bonne pratique pour se laver les mains, c'est d'utiliser de l'eau avec une bonne quantité de savon ou de gel hydroalcoolique, de se frotter les deux paumes, les deux dessus des mains, bien savonner entre les doigts, main gauche et main droite, de laver le dessus des doigts, le dessous et le côté, et bien se frictionner les ongles au niveau de la paume de la main, ainsi que frotter les poignets. Vous pouvez constater qu'après un lavage de 20 à 30 secondes, seulement les mains sont bien propres. Une autre précaution à avoir pour tout ce qui est nettoyage ou désinfection, tous les produits qui sont sous forme de spray ou d'aérosol, si vous mettez le produit directement sur la surface, vous allez remettre en suspension dans l'air les micro-organismes dans l'air présent et donc repropager éventuellement le virus. Il est donc important de pulvériser le produit sur le papier jetable et ensuite de frotter le papier jetable sur la surface. Pour les produits désinfectants, ils doivent répondre à la norme virucide NFEN 14476 de juillet 2019. Il est aussi possible d'utiliser de l'eau de javel à une concentration spécifique qui va être virucide de 0,5% de chlore actif. Cette activité, on va plus la retrouver en milieu médical. De façon générale, on utilisera plutôt un spray virucide dans le cas où on a des cas positifs dans l'établissement. Certains salariés souhaitent s'équiper de gants jetables en pensant se sentir protégés. Attention, les gants sont vraiment non recommandés car on a un faux sentiment de protection. Et du fait d'avoir les gants, on peut venir toucher tout plein de supports et contaminer tout plein de supports. Donc, vous avez cette info toujours sur le protocole national à la page 12. Bon, je ne vous l'ai pas dit systématiquement, mais souvent, vous avez mis la petite diapo tout en haut qui vous réfère en fait à la page du protocole où l'information est inscrite. Donc là, on vous a décrit la procédure à suivre en cas de suspicion ou en cas de Covid dans votre entreprise, mais de façon plus générale, depuis le début de la pandémie, les employeurs ont des obligations vis-à-vis de la coronavirus qu'on va vous présenter. Donc le nouveau protocole national a été remis à jour le 17 septembre. Il est très ressemblant à la dernière version du 31 août avec quelques petites modifications. À savoir entre autres que les médecins du travail ne sont plus amenés à faire d'arrêt de travail dans le cas de personnes positives. Donc de façon générale, le protocole continue à dire qu'il faut faire du dialogue social, donc il faut communiquer au sein de votre établissement à l'ensemble de vos salariés, qu'ils soient présents ou à distance, sur les procédures mises en place. Il faut définir des procédures de nettoyage et de désinfection. Donc, un nettoyage courant tous les jours sur l'ensemble des points contact. On n'oublie pas donc les interrupteurs, les poignées de porte, les boutons de photocopieur, les rampes d'escalier,
et j'en passe. Voilà, tous les points de contact sont vraiment importants de nettoyer. Et tout ce qui est désinfection sera plutôt l'étape du moment où s'il y a un cas positif dans l'établissement. Il faudra définir toutes les mesures de protection dans votre entreprise. Donc, ce sont les gestes barrières qui vont être déployés dans vos activités en fonction de vos métiers et de vos locaux. Donc, soit à travers le règlement intérieur, soit une note de service ou tout simplement un protocole sanitaire. Chaque entreprise devra désigner un référent Covid dont l'identité et les missions devront être communiquées à l'ensemble du personnel. Ce sera vraiment lui le référent vers qui chacun de vos salariés pourra se référer pour poser des questions. Il faudra porter une attention très particulière à certaines catégories de salariés, entre autres les travailleurs détachés, les saisonniers, les intérimaires, les CDD et les travailleurs à risque de forme grave. Donc, dans ce protocole, on va retrouver trois grandes thématiques. Donc, la première, c'est la distance physique et les mesures d'hygiène. Donc, le télétravail reste une pratique recommandée actuellement. On vous encourage donc à travers ce protocole de faire un plan de gestion des flux, on vous détaillera dans le slide d'après, intégrant donc les salariés, les clients, les fournisseurs et les usagers. L'employeur peut définir une jauge, donc soit pour l'ensemble de l'entreprise, soit pièce par pièce, qui fera l'objet de communication et d'affichage, tout en respectant les 4 mètres carrés par salarié. Le dispositif de séparation physique type plexiglas doivent et peuvent être mis en place. On peut aussi faire des aménagements au niveau des horaires pour éviter d'avoir, par exemple, tout un atelier qui arrive en même temps dans des vestiaires. Donc, on peut échelonner les horaires de prise de poste. La deuxième thématique, qui est une nouveauté, qui est le port obligatoire d'un masque grand public depuis le 1er septembre dans tous les espaces clos et partagés de l'entreprise. Quelques exceptions, vous verrez qu'il y a des dérogations possibles, entre autres les bureaux individuels. De préférence que le masque devra se référer à la norme AFNOR S26001 avec le petit logo que je vous présenterai sur un slide suivant. S'il y a plusieurs salariés dans un même véhicule, que ce soit un véhicule d'entreprise ou un véhicule de salariés pour du covoiturage, le port du masque pour l'ensemble des personnes présentes dans le véhicule est obligatoire. Aucune dérogation possible sur ce point. Le cas particulier des salariés à risque ne porteront pas des masques grand public, mais des masques chirurgicaux, sous la norme NFEN 14383. Et puis la dernière thématique, pour la prévention de tout ce qui est manuporté, donc l'employeur doit mettre en place des procédures de nettoyage et de désinfection. On voulait vous rappeler qu'il est important de porter le masque, il doit bien couvrir le nez, la bouche et le menton. Encore trop de gens aujourd'hui, que ce soit dans la rue ou dans les entreprises, portent le masque sous le nez. Au niveau de la gestion des flux, voici quelques petites orientations. Donc, dans les entreprises qui le peuvent, en fonction de leur organisation, un sens unique de circulation à l'intérieur avec un marquage bien visible pour que ce soit clair aussi bien pour les salariés que pour les personnes extérieures. Bien sûr, afin d'éviter les croisements et les retours en arrière. Si possible, lorsque vous avez plusieurs accès à votre entreprise, dédiez une porte pour les entrées et une porte pour les sorties, toujours pour éviter les croisements. Le plan de nettoyage doit être régulier. N'oubliez pas les rampes d'escalier. On vous conseille 2 fois par jour minimum. Il est important de continuer à préconiser auprès de vos salariés de maintenir les rampes d'escalier pour éviter les chutes de plein pied, qui aujourd'hui représentent quand même 10% des accidents du travail. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on ne met plus sa main sur l'escalier. On risquerait d'avoir une chute et d'avoir un accident très grave. On peut donc réorganiser les horaires et faire un plan de circulation dans l'entreprise qui doit être communiqué et affiché. Concernant le port du masque, les autorités demandent à ce que chaque entreprise ait 10 semaines de stock d'avance au sein de chaque établissement. Dans le nouveau protocole, le masque devient un dispositif de protection assimilable à un EPI, c'est-à-dire avec l'application du Code du travail. Le coût doit être supporté par l'entreprise. Donc, sur une journée de 8 heures, l'entreprise doit fournir 2 masques. Si le salarié est amené à utiliser les transports en commun,
l'entreprise peut être amenée à porter un masque supplémentaire. Obligation, même en présence d'un plexiglas ou d'une visière, de porter le masque. On vous rappelle que les masques doivent être portés pour une durée de 4 heures. Ils doivent être changés dès qu'ils sont humides ou abîmés, même si ça fait moins de 4 heures qu'ils sont portés. Dès que le masque est usagé, il va être jeté dans un sac, puis un double sac et conservé 24 heures dans un espace clos, réservé avant de l'éliminer dans la filière classique des ordures ménagères. En cas de masque réutilisable, pensez bien au temps de lavage et séchage prescrit par le fabricant, avec la limite de réutilisation. Donc voilà les petits logos que vous devez retrouver sur les masques réutilisables. Donc, vous voyez, tester 10 fois ou tester 30 fois. Tout dépend des modèles achetés. Attention au port du masque. Ces règles ne préjugent pas des masques portés en temps normal par des travailleurs qui seraient exposés à d'autres risques, des risques de silice, de poussière. Donc, il est vraiment important de conserver ces règles de protection de vos salariés par rapport aux risques particuliers liés à vos métiers. Donc, chaque entreprise doit désigner un référent Covid. Pour les entreprises de petite, voire toute petite taille, ça peut être le dirigeant lui-même. Oui, en effet, ça fait une casquette de plus, mais en effet, il faut vraiment que les informations soient relayées au plus près des salariés et très régulièrement. Donc, le rôle du référent Covid, lui, va être en charge de la sécurité sanitaire des salariés. Donc, il va veiller à la bonne application du protocole que vous aurez écrit, donc la retranscription des gestes barrières. Il va suivre au quotidien la réorganisation du travail. Il va accompagner les salariés pour adhérer à ces bonnes pratiques et il va mener des actions de prévention. Donc, le référent Covid, lui, il va actualiser le document unique et son plan d'action. Donc, le service de santé au travail, toujours dans l'espace Covid, vous a mis à disposition un petit document qui vous explique comment mettre à jour le document unique et vous propose un tableur Excel pour faire une annexe à votre document unique. N'hésitez pas à retourner vers vos équipes pluridisciplinaires si vous avez besoin d'un accompagnement. Le référent Covid va assurer et mettre à jour l'affichage et les marquages dans l'ensemble de l'établissement. Il va garantir l'approvisionnement des fournitures et des EPI. Il va assurer l'information et la formation auprès de l'ensemble des travailleurs. N'oubliez pas les salariés qui sont en dehors du site. Identifiez donc les salariés à risque. Comme on vous le disait tout à l'heure, ce n'est pas le service de santé au travail qui va vous communiquer cette liste, c'est à vous d'identifier ces salariés. Parce que je vous le rappelle, ces salariés doivent porter des masques chirurgicaux et non pas grand public. Le référent Covid doit aussi contrôler les conditions de nettoyage, organiser l'élimination des déchets. Il va contribuer au contact tracing et au dépistage si les autorités sanitaires vous le demandent. Aujourd'hui, les entreprises n'ont pas à organiser de façon spontanée de dépistage massif au sein des entreprises. Il y a un engorgement des laboratoires aujourd'hui qui fait qu'il y a des règles de priorité. Il est vraiment important, si on veut pouvoir maîtriser ce virus, de respecter ce que les autorités sanitaires transmettent comme information. Et pour finir, le référent Covid, donc, il va établir le protocole de prise en charge de cas symptomatiques. C'est le document que je vous disais qu'on met à disposition des entreprises qui n'auraient pas encore le leur. Quelques dérogations sur le port du masque vont dépendre de l'état sanitaire de la zone géographique, du type des locaux ou de l'activité de l'entreprise. Donc, par rapport aux zones sanitaires, voilà, quelles sont les conditions dans lesquelles le masque peut être retiré de façon temporaire? On a une zone verte avec un taux d'incidence inférieur à 11. Il faut que les quatre actions soient réunies pour qu'on puisse retirer de façon temporaire le masque. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une ventilation ou une aération fonctionnelle bénéficiant de maintenance. Il faut des écrans de protection entre les postes de travail. Il faut aussi la mise à disposition de visières et une politique de prévention, c'est-à-dire un référent Covid, la gestion des cas de personnes symptomatiques, etc. Si jamais le taux d'incidence de votre département se situe entre 11 et 50, nous passons en zone orange, donc en niveau 2. Donc l'ensemble des actions du niveau 3 devront être respectées. Et en plus, elles seront applicables uniquement aux locaux de grand volume et disposant d'une extraction d'air haute.
Si votre département a un taux d'incidence supérieur à 50, ce qui est le cas actuellement en Sarthe, il faudra respecter l'intégralité des niveaux 3 et 2, mais ce sera limité uniquement pour les locaux bénéficiant d'une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 mètres carrés. Donc, les dérogations d'application du port du masque, donc dans les lieux clos, c'est ponctuel, possible, en fonction des conditions dérogatoires de la zone sanitaire. C'est les 3 niveaux que je viens de vous présenter. En bureau individuel nominatif, pas d'obligation du port du masque, sauf si quelqu'un rentre dans le bureau. Si on est seul, on n'est pas dans l'obligation de porter le masque. Dans les ateliers, il y a quelques possibilités de ne pas porter le masque sous certaines conditions de ventilation et de distanciation, mais le port de visière sera obligatoire dans ce cas. En extérieur, il est nécessaire uniquement s'il y a des regroupements ou s'il est on est dans l'incapacité de respecter la distance de 1 mètre. Il faudra bien se renseigner auprès de vos préfets ou de vos mairies des conditions des villes. Certaines villes imposent le port obligatoire du masque à l'extérieur. Dans ces cas-là, c'est cette règle-là qui sera retenue. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour les véhicules, aucune dérogation possible, obligation du port du masque en permanence pour l'ensemble des personnes du véhicule. Dans les établissements recevant des publics, il est obligatoire ou non, suivant une longue liste que vous retrouverez en page 7 du protocole. Quelques numéros utiles. Si vous avez plusieurs cas dans votre établissement positif, on vous encourage à contacter la cellule tracing ou de nous contacter en parallèle. Donc voilà le numéro de téléphone et puis l'email. Si vos salariés ne peuvent pas obtenir de télétravail ou être isolés des personnes pendant leur isolement, ils devront donc avoir un arrêt de travail qui leur sera délivré par la CPM. Dans ce cas-là, ils doivent contacter la CPM au numéro qui est noté sur le courrier qu'ils reçoivent, qui est celui affiché à l'écran. On espère avoir pu répondre à beaucoup de vos questions déjà à travers cette présentation. Donc voilà, ça fait 40 minutes qu'on vous explique les grandes généralités. A priori, il y a déjà pas mal de questions qui ont été posées. On vous fait patienter 10-20 secondes et puis on vous propose de répondre à toutes ces questions. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas la réponse de suite, on s'engage à revenir vers vous. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées téléphoniques ou mes lignes pour qu'on puisse revenir vers vous. Ok, donc en attendant les questions qui vont arriver de votre part, je prends rapidement la parole pour vous présenter la suite du programme. Je vais juste demander à Claire de passer sur la slide d'après qui présente le programme, la suite du programme. Merci. La suite du programme de la journée, puisque comme je le disais en introduction, présence Pays de la Loire, donc la Fédération des services de santé au travail interentreprises des Pays de la Loire, donc qui regroupe les 13 services de la région, propose également 4 webinaires cet après-midi dès 14 h. Donc vous avez à l'écran la suite, donc le programme, voilà, jusqu'à 17 h. Vous avez le lien d'inscription sur la plateforme. Ces webinaires sont animés par d'autres préventeurs des autres services de santé au travail interentreprises des Pays de la Loire. Voilà. Pour rappel, vous pourrez retrouver donc ce webinaire en replay sur notre site internet d'ici quelques jours. Donc vous pourrez donc le revisionner ou bien le transférer à d'autres collègues ou proches qui sont susceptibles d'être intéressés par la thématique qu'on vient de développer. Vous recevrez également le support de cette présentation avec tous les liens hypertextes dont on vous a parlé, notamment l'annexe au document unique ou bien le questionnaire pour préparer le contact tracing. Vous aurez tous ces liens dans le document PDF que vous recevrez. Voilà, donc on patiente encore quelques petites secondes pour passer aux réponses à vos questions.
Donc, je vois qu'il y a une question qui demande quand sera disponible le fichier du webinaire. Il sera disponible en début de semaine prochaine. Voilà, donc vous recevrez par mail puisque vous étiez inscrit. Donc, on renvoie à l'ensemble des adhérents inscrits le support de présentation. Voilà, donc courant de semaine prochaine pour le délai. C'est répondre au fur et à mesure aux questions qui étaient déjà adressées. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de les adresser. Donc, pour la question si on peut demander un justificatif médical à un salarié qui se dit à risque et qui a sollicité le télétravail, le salarié était déjà placé en arrêt de travail par son médecin traitant étant à risque et vous avez maintenu le télétravail. Comme ma collègue, Madame Léger, vous a déjà expliqué, effectivement, le consigne, c'est de privilégier le télétravail si possible. Après, vis-à-vis du fait que le salarié n'a aucune obligation de vous justifier, de vous donner un justificatif médical qui vous confirme qu'il est à risque ou pas. Une autre question, quoi faire si une personne sait être une personne contact d'une personne détectée COVID-19? Donc, il a été informé par cette personne. Déjà, il faut savoir... On vous a déjà expliqué les conditions dans lesquelles nous sommes contact à risque. Donc, s'il fait partie de cette condition, avant d'être contacté par le CPM ou le service tracing, il doit déjà contacter son médecin traitant. Effectivement, s'il ne peut pas être en télétravail, voir si la possibilité de travailler dans l'entreprise, mais sur un poste plutôt isolé dans lequel il n'a pas de contact avec le public ou des contacts avec les collègues. Il reste seul dans son bureau, voilà, il ne croise pas des gens. Plus loin. Donc, c'est très intéressant et très important votre question. Si tout le monde porte le masque en entreprise, il n'y a donc pas de possibilité de cas contact. Tout à fait correct, avec une condition très importante, que tout le monde utilise correctement la masque. Ça veut dire couvrir le nez, la bouche et le menton, comme c'était déjà expliqué. Si toutes ces conditions sont respectées, effectivement, les collègues ne peuvent pas être considérés contact à risque. Doit-on condamner les douches dans les vestiaires? Si le protocole de nettoyage est régulier, il n'y a pas de contre-indication à utiliser les douches. Il est cependant préconisé aux salariés d'utiliser des claquettes pour éviter de poser son pied au sol. Mais après, il n'y a pas de problème pour utiliser les vestiaires, la douche des vestiaires, pardon. Doit-on faire la recherche de ce contact d'une personne déclarée contact pour laquelle on n'a pas eu encore de résultat du test Covid? Sera mieux que vous préparez ça en attente de résultats de ces tests. Ça va vous faire plus facile le travail et ça va vous permettre également d'essayer de mettre les salariés qui peuvent être contact d'une personne qui peut être positive, plus éloignée de reste de salariés pour faire correctement, pour diminuer la propagation de virus. Vous me demandez de rappeler la définition d'un salarié à risque. Je souhaite vous rappeler que, en fait, vis-à-vis de personnes à risque, ça a changé. Le mois de mars, c'était certaines catégories de salariés qui étaient déclarés, définis comme salariés à risque. Au fur et à mesure, ça a changé et sur le dernier 31 août et respectivement le 17 septembre, les salariés considérés à risque, comme je vous ai dit, sont considérés les personnes de plus de 65 ans qui ont une pathologie de diabète ou obésité qui sont déséquilibrés, donc ils ont aussi des complications. Les personnes qui ont deux maladies chroniques ou qui fragilisent leur état de santé, et là on parle des personnes qui ont de cancer sous traitement, qui ont un HIV par exemple qui n'est pas contrôlé. Également des personnes qui ont une greffe de organes et qui ont une immunodépression suite à ça ou une hémopathie maligne.
Vous trouvez plus des informations et vous allez trouver le texte voilà, dans les protocoles. Il faut lire le protocole et dans le protocole, vous trouvez cette information. Pour la question si les employeurs doivent fournir des masques chirurgicaux pour les salariés à risque en télétravail à leur domicile, la question c'est non. Le salarié ne fait pas le trajet pour venir au travail, il ne se déplace pas, il n'a pas de contact avec ses collègues. Donc non, il ne faut pas fournir pour ce salarié. Peut-on interdire aux collaborateurs d'utiliser un véhicule à plusieurs pour la pause déjeuner? La pause déjeuner, c'est le temps libre, donc on ne peut pas faire ça. Par contre, il faut bien passer le consigne que pendant cette période où tout le monde doit utiliser la masque, utiliser correctement la masque et ils peuvent faire le covoiturage. Nous avons une question auquel on n'a pas la réponse immédiatement. Donc, si la personne peut juste nous envoyer ses coordonnées, c'est qu'engendre en termes de responsabilité pour le salarié qui est nommé référent, devient-il le gendarme de la société concernant notamment le port du masque? Alors, on ne va pas utiliser le terme gendarme. Donc, pour la partie responsabilité, pour l'instant, je ne peux pas vous répondre. Ce qui est demandé au référent Covid, c'est qu'il puisse aller rappeler, comme le ferait un préventeur pour l'ensemble des risques professionnels, de rappeler les consignes, d'essayer de comprendre pourquoi le salarié ne respecte pas les consignes édictées au sein de l'établissement. Donc oui, en effet, il a un rôle de médiateur plutôt, selon moi. En aucun cas un rôle de gendarme. Qui dit gendarme dit sanction. Il sera par contre le relais vis-à-vis de l'employeur pour signaler les salariés qui éventuellement récidiveraient de façon récurrente. Dans ces cas-là, c'est les sanctions applicables au règlement intérieur qui pourraient être mises en place. Mais concernant la responsabilité du référent Covid, on reviendra pour vous la donner parce que je n'ai pas la réponse à ce moment. Alors, écoute, on a d'autres questions. Que faire si les bénévoles d'une association, malgré la demande qui leur a été faite, ne portent pas de masque à l'intérieur? La seule consigne qu'on peut vous transmettre, c'est quelqu'un qui ne porte pas le masque, fait demi-tour. Que ce soit un salarié, un fournisseur, un bénévole. Aujourd'hui, on ne peut pas autoriser la propagation du virus par des personnes qui ne veulent pas porter le masque. Je sais que c'est compliqué parce que les bénévoles peuvent être de fort soutien pour certaines entreprises ou associations. C'est important que ces bénévoles puissent comprendre qu'elles doivent, elles aussi, respecter les consignes de l'association, de l'entreprise dans laquelle elles interviennent. Ça doit rentrer dans le cadre de leur mission en tant que bénévole. Est-il vrai que, donc une question suivante, est-il vrai que le masque ne protège que les autres, pas soi-même? C'est-à-dire que si je porte un masque, mais pas mon interlocuteur n'en porte pas, ça ne me protège pas vraiment. Alors, on ne peut pas dire pas vraiment ou 100%, mais il est vrai que pour que la protection soit efficace, il faut que l'ensemble des interlocuteurs portent le masque. En effet, si une personne est contaminée et qu'elle ne porte pas le masque, elle va émettre des postillons sur l'ensemble des surfaces de la zone. Et le masque n'est pas complètement hermétique, donc du coup, les gouttelettes vont être émises dans l'atmosphère et peuvent pénétrer quand même lorsque nous respirons sur le côté du masque. Donc en effet, il y a un petit risque de ce côté-là, et c'est surtout qu'elle va contaminer l'ensemble des supports et des contacts, des points de contact de la pièce. Alors, question suivante, je vais lire au fur et à mesure, hein. Je suis désolée, j'improvise. Nous n'avons pas de salariés pour l'entretien du micro qui servait le midi aux salariés. Nous l'avons supprimé avec le CSE et souhaiterons le remettre en place. Peut-on demander à chacun de nettoyer avec des lingettes virucides alimentaires? Bien sûr, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Dans beaucoup d'entreprises, il est préconisé que chaque salarié nettoie son propre poste de travail à la fin du poste et le midi. On conseille 2 fois par jour. En l'occurrence, pour l'utilisation du micro-ondes, il est tout à fait naturel de demander à chaque salarié de le désinfecter, comme il le ferait si jamais il y avait des ingrédients qui éclataient autour de son contenant, qui venaient salir le micro-ondes. On est tout à fait dans le même cadre. Donc oui, on peut tout à fait demander à chacun des salariés de nettoyer
Il en va de même avec l'utilisation du frigo ou de la machine à café ou de la théière. Donc, chacun doit passer un petit coup. Soit on utilise la poignée du micro-ondes avec un papier jetable qui va éviter le contact, soit on l'utilise à main nue et dans ces cas-là, il faudra nettoyer ensuite le micro-ondes. En réunion, peut-on s'affranchir du port de masque si la distance est supérieure à 1,50 m? Donc non, vous êtes dans un espace confiné. Il est donc obligatoire de porter le masque pendant l'intégralité de la réunion pour l'ensemble des participants, même si la distance est supérieure à 1,50 m. Je vais ajouter seulement une chose, ça suffit qu'il y a une personne qui est asymptomatique qui va éternuer et franchement, à la vitesse avec les gouttelettes par, c'est très, très, très grand. Donc, il faut utiliser la masque même si la distance est supérieure à 1,50 m. Alors, une autre question, la salle Covid doit-elle être équipée tout en sachant qu'il y a une pharmacie et thermomètre au sein de la société? Alors, il n'y a pas d'obligation dans le protocole d'avoir une salle Covid avec un équipement particulier. Ce que nous, on pourrait vous préconiser, c'est d'avoir un petit kit Covid avec 2 masques chirurgicaux, les 2 sacs poubelles, des lingettes désinfectantes pour pouvoir équiper au plus vite le salarié qui présente les symptômes et puis pour celui qui va s'en occuper. La salle Covid, c'est n'importe quelle salle. Voilà. Ça peut être en effet, comme je vous disais tout à l'heure, le bureau. Si c'est un poste administratif, ça peut être le bureau dans lequel travaillait le salarié. Donc, il n'y a pas d'obligation de mettre des choses supplémentaires à ce que je viens de vous transmettre. Merci docteur, merci Claire. Merci pour vos questions et merci pour vos réponses. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions, participants, adhérents, n'hésitez pas à contacter votre service de santé au travail interentreprise. Votre équipe pluridisciplinaire est à votre disposition. Merci pour votre participation active lors de ce webinaire. Merci docteur, merci Claire pour votre animation. Sachez que c'était la première fois que nous animions ce genre de webinaire. C'était aussi la première fois pour Dr Sandulescu et Claire Léger. Donc, nous pouvons aussi les applaudir. Merci à vous. On a été à peu près une 50aine connectés ce matin. La suite du programme, c'est au niveau régional cet après-midi avec les webinaires, les 4 webinaires dès 14 h. Et d'ici là, si vous avez d'autres questions, je le rappelle, l'équipe pluridisciplinaire reste à votre disposition. Merci à vous. Très bonne fin de journée et à bientôt.